Bonjour ou rebonjour plutôt. Bienvenue en salle Alan Turing pour cette première conférence de la matinée qui va être consacrée au pilotage de la supply chain de bout en bout grâce à l'IA chez Saint-Gobain. Là, en l'occurrence, c'est Saint-Gobain Security Service avec Flowlity, mais c'est vrai que l'histoire de Saint-Gobain et de Flowlity, finalement, c'est presque une série, hein, c'est presque un feuilleton. Et même sur Supply Chain Event, on a déjà pu voir un petit peu quels étaient les enjeux de ce partenariat. Là, c'est sur une problématique d'automatisation de la production, de la planification et du planning de distribution. Voilà, avec évidemment de l'IA, puisque chez Flowlity, c'est quand même une des caractéristiques de cet éditeur. Je vous laisse peut-être vous présenter, et puis après, je reviens pour la série de questions-réponses traditionnelles. Messieurs, c'est à vous. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Donc Philippe Boutonnet, ça fait 20 ans que je travaille chez Saint-Gobain en supply chain. Donc pour les plus jeunes, on peut rester 20 ans sans s'ennuyer une seconde dans une société. Hein. Donc j'en suis à ma 6e vie chez Saint-Gobain. J'ai été patron de la supply chain amont de la paire. J'ai été ensuite patron de la supply chain de l'activité photovoltaïque. Ensuite, j'ai pris en charge les bases logistiques de Point P, donc la distribution du groupe. Puis ensuite, j'ai fait la transformation de la supply chain de glace en Europe, en industrie. Et puis ensuite, on m'a demandé de créer une sorte de cabinet conseil interne en supply chain pour le groupe. Donc on s'est réunis à plusieurs patrons de supply pour proposer des offres et accompagner et transformer un peu les supply chains un peu partout dans le monde. Et puis bon, le conseil c'est sympa, hein, mais rien ne vaut les opérations. Donc j'ai levé la main à un moment en disant bon, je veux retourner un peu au business. Et donc je suis depuis 1 an chez AGR. Donc je vous présenterai un peu plus en détail ce que l'on fait spécifiquement chez Saint-Gobain. Voilà, mais en tout cas, 20 ans de plaisir en supply chain, il y a plein de choses à faire. Okay, donc bonjour, François Mourant. Donc moi, je suis rentré chez Saint-Gobain il y a 12 ans, en sortie d'école directement. Et chez AGR, j'ai occupé plusieurs postes comme responsable Customer Service, responsable Réapro. Actuellement, je suis responsable pour le planning et les stocks. Donc dans le périmètre, on peut retrouver le taux de service, le SNOP, donc gestion des stocks, de planning, et on va dire rôle clé entre nos usines et nos centres de distribution. Donc globalement en collaboration avec pas mal d'équipes sur la supply. Et bonjour à tous, Jean-Baptiste, donc je suis président et cofondateur de Flowlity, que j'ai cofondé il y a maintenant 7 ans avec Karim, mon associé, et j'ai fait toute ma carrière en planification de la chaîne d'approvisionnement. Et voilà, donc aujourd'hui je suis à la tête de la société Flowlity. Je vous dis quelques mots un peu sur Saint-Gobain, histoire un peu de poser les choses. Alors Saint-Gobain, donc c'est le fondateur de Saint-Gobain, c'est Jean-Baptiste Colbert. Donc on a 360 ans, on est la plus ancienne société du CAC 40. Et ça a été fondé au moment où il fallait construire la Galerie des Glaces au château de Versailles. Donc on a quand même une histoire autour du verre, hein, qui n'est pas neutre. Et puis le groupe a bien sûr évolué et a grandi. Donc aujourd'hui, on a une présence dans 80 pays, plus de 46 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On a plus de 1100 usines dans le monde. Donc on est quand même un groupe industriel, hein, mais également un groupe de distribution, 2600 points de vente. On n'a pas que Point P, on a d'autres activités de distribution. Et je vous en dirai un petit peu plus par la suite. Le point important sur la partie vitrage, c'est qu'on est une des rares sociétés à être complètement intégrée. On produit le verre à partir du sable, du verre plat. Ensuite, on va le transformer pour en faire des pare-brises. Ensuite, on va les vendre auprès soit ce qu'on appelle les OEM, c'est-à-dire les fabricants automobiles pour la première monte, soit sur le marché du remplacement. Et l'activité AGR dans laquelle nous sommes est l'activité de remplacement. Et à travers ces schémas-là, on a également un réseau de distribution qui s'appelle Glass Drive, qui est connu en France sous le nom de France Pare-Brise, donc qui nous appartient en franchise et sur lequel on va pouvoir, je dirais, distribuer nos produits et échanger vos pare-brises chez les fitteurs. Et bien évidemment, on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais on est dans un schéma de reverse logistique. Comment on va pouvoir mettre en place une économie circulaire en ayant intégré aussi bien la partie production du verre jusqu'à notre capacité à le récupérer et transformer un pare-brise en pare-brise.
Donc ça, on n'en parlera pas, mais c'est un sujet qui nous anime beaucoup en ce moment. Pour présenter donc AGR, on est d'une société, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 3 usines en Europe. On a un hub central qui est à Bastogne. Donc François est basé à Bastogne. Et on a 30, on va dire, entrepôts de proximité, distribution, des petits bouclards de 4-5 000 m² qui vont faire la livraison du dernier kilomètre. Bon, une gamme qui est, qu'est-ce qu'elle est, hein, c'est pas extraordinaire quand on vient de la distrib, mais enfin, il y a quand même 10 000 références de pare-brise ou de verre. Et 95% de ce que l'on vend est produit en Europe, vient d'Europe. Hein. Donc on a aussi ce fort prisme, je dirais, de Made in Europe dans nos activités. Si tu appuies un peu, voilà. Ce slide-là, simplement pour vous dire qu'on a quand même une promesse logistique qui est pas... qui est quand même exigeante. On est dans un monde où en fait la disponibilité est clé. Si vous n'avez pas le produit en stock sur l'entrepôt de proximité, vous appelez Carglass pour ne pas les nommer ou d'autres. Donc il faut être réactif. Donc la disponibilité on shelf, comme on dit, est extrêmement importante. Et donc on va voir un peu plus tard dans le débat que Flowlity nous a aidé à améliorer ces schémas-là. Et on a un délai assez exigeant. Nos clients fitteurs peuvent passer commande jusqu'à 18 h et on livre de nuit en SaaS. On a les clés des garages pour qu'ils récupèrent leur pare-brise le lendemain matin à 8 h. Donc il y a ce schéma-là de nuit hein, qui existe dans d'autres métiers. Et on fait aussi des doubles livraisons. On fait des livraisons aussi de jour. Donc moi, quand je suis arrivé, j'ai quand même dit, oh, les gars, on a une promesse qui est quasiment comparable à celle du médicament, quoi. Donc, mais on fait des pare-brises. Donc, mais la vitesse, l'agilité, la disponibilité est extrêmement clé pour ce type de métier. Donc une promesse assez exigeante. Alors, on va aller sur le cœur du projet maintenant. Alors, peut-être, on peut commencer par une première question. Est-ce que vous pouvez nous détailler les problématiques que vous avez rencontrées sur l'ensemble de votre supply chain, voilà, à l'époque quand vous avez voulu lancer le projet? François, peut-être. Oui, donc il y en a plusieurs qui ont été identifiés, bien connus. Donc on cherchait un partenaire, on va dire. C'est par exemple les ERP multiples. Donc sur notre supply chain, on a 3 différents ERP, ce qui génère mécaniquement une décentralisation des données. Et ça favorise aussi extrêmement les extractions Excel et les échanges de fichiers. Une autre problématique aussi, c'est la prévision des ventes. Donc globalement, chaque pays savait ce qu'ils allaient vendre au niveau des gros chiffres en quantité, mais ils ne savaient pas descendre à la maille SKU. Et donc finalement, ça a généré des problèmes de disponibilité, des décalages au niveau des stocks. Et on avait aussi le même problème au niveau des nouvelles références qu'on rentrait en gamme. On n'était pas capable d'anticiper correctement le phase-in. Et donc une autre problématique aussi, la gestion du stock, où on était plutôt sur une gestion en silo, et donc pas du tout efficace, et sur une gestion uniforme, sans avoir des catégorisations de produits ou quoi que ce soit. Chaque produit était logé à la même enseigne, avec la même mécanique de réapprovisionnement. Est-ce que tu as des exemples concrets de temps perdu un peu à faire du planning? Comment ça se passait un peu avant? Il y avait des inefficiences quotidiennes? Un exemple que je peux prendre, c'est une passation de commande. Donc on savait que l'ERP standard ne nous suffisait plus. Et donc ce qu'on cherchait à faire, finalement, c'est on faisait une extraction Excel d'une gamme bien définie. On analysait les consommations. On définissait des niveaux de couverture, on définissait ensuite des quantités à commander et on partageait ces fichiers à nos fournisseurs en passant la commande. Et en fait, chaque personne avait finalement ses propres règles de stock, donc, et au final recommençait à chaque fois la même mécanique. Du coup, quand vous avez lancé le projet, c'était quoi vos 3 priorités, peut-être classées en ordre d'importance? Alors, vous l'avez compris, je vous l'ai dit en préambule, la disponibilité du produit, elle est clé. Quand on dit disponibilité, c'est qu'il faut qu'on ait 97% de taux de disponibilité en permanence sur les 30 entrepôts en Europe. Et quand on dit disponibilité, c'est que j'ai une semaine de vente au moins en stock. Donc ce sont des critères qui sont assez exigeants.
pour lequel il faut avoir une gestion de la data la plus fine, surtout avec des produits qui... un runner chez nous, c'est 50 pièces vendues par mois. Hein. On n'est pas du tout dans la distribution de masse. Donc tous les éléments de prévision de forecast, c'est un élément c'est structurant pour pouvoir bien adresser le sujet. Donc d'abord, la disponibilité. Bien évidemment, ça va jouer sur l'expérience client. Et puis tout le reste, c'est un peu des enablers. Donc ça veut dire une qualité de prévision, un outil intégré. Hein. On ne voulait surtout pas avoir 3 à 4 modules différents comme on peut le voir par ailleurs. On voulait avoir l'ensemble du système sur un seul outil pour partager la data. Donc la gestion de la data est quand même importante, hein, il faut qu'elle soit propre, sinon on n'en fera rien. Mais on voulait avoir ce schéma-là. Donc priorité, la dispo, et le reste, ce sont des enablers. Et on les a mis dans l'ordre, un truc intégré, éduquer nos GM et nos équipes sur le terrain à savoir c'est quoi une prévision et comment on l'a fait. Ça, c'est un élément structurant. Et puis après viendra naturellement la santé du stock. Et on est au cœur en ce moment de ce débat-là. Et quand vous avez regardé un peu vos priorités, au contraire, c'est quoi les choses que vous vouliez absolument éviter ou un peu les red flags, les trucs les schémas à éviter, c'était surtout remonter une usine à gaz sur une usine à gaz. Hein. J'ai vu, alors je ne citerai aucune société chez Saint-Gobain qui a fait ça, mais pour avoir vu ça un peu avant, on met l'outil avant le reste. Donc il fallait aussi quand même bien stabiliser le process, se mettre d'accord sur ce qu'on voulait faire. L'outil va aider, mais surtout on ne voulait pas recréer des silos. L'esprit de la supply chain, c'est on est des silo breakers. Hein. C'est vraiment, enfin, ce que je vends, ce que je vendais avant et l'éducation que j'essaie d'apporter auprès des GM, c'est qu'on est là pour casser les silos et donc on ne commence pas par créer des systèmes qui interagissent pas toujours facilement. Ça a des limites, hein, on ne peut pas tout intégrer dans un outil, ou alors ça va coûter un bras, quoi. Mais il y a des choses qu'on peut intégrer parce que ça a du sens. Et le point de départ de mon prédécesseur qui avait vu juste, hein, c'était de se dire il faut qu'on ait un pilotage end-to-end supply chain. Et on vous expliquera, mais aujourd'hui, AGR est l'une des rares sociétés où la supply chain a pris le pas sur l'industrie. Donc on a un poids assez important en termes de pilotage du schéma logistique qui drive l'industrie, contrairement à d'autres activités où c'est en général l'industrie qui produit et puis la logistique, c'est l'intendance, et va se démerder. Donc on est dans un schéma qui est un peu inverse parce qu'on est vraiment drivé par la dispo. Alors c'est intéressant et du coup ça va faire la transition avec le slide d'après. Est-ce que vous pouvez, Philippe ou François, nous expliquer un peu justement le processus de planification de bout en bout? Qu'est-ce qu'on appelle de bout en bout? Parce qu'on a de la distribution, de la production, enfin voilà, si vous pouvez nous expliquer ça. Donc pour nous, la demande du client va être l'élément déclencheur pour le reste. Donc on va commencer à vendre au niveau de nos centres de distribution. Donc c'est pour ça que c'est important que chaque pays et chaque commercial soit bien conscient de qu'est-ce qu'il va vouloir vendre pour que, au niveau de l'entrepôt central, on soit capable de distribuer correctement, avec un certain lead time qui est plutôt court, mais globalement c'est ce qui se passe. Et dans cet entrepôt central, on va gérer un stock tampon. Ce stock tampon est réapprovisionné par des usines, des fournisseurs et autres. Donc on a aussi besoin d'être plutôt bon au niveau de notre forecast d'achat ou notre forecast en termes de planification de production qu'on va leur communiquer. Et au niveau de nos usines, c'est le même principe. Ils doivent pouvoir savoir ce qu'ils vont mettre sur la ligne et ils doivent pouvoir aussi anticiper en termes de matières premières. Donc pour nous, du verre plat, des composants au niveau du vitrage, avec des délais qui sont beaucoup plus longs. Ça peut être overseas, donc là on va parler de 4 à 6 mois, alors que Philippe mentionnait une promesse client overnight. Et en termes de réseau logistique, donc on parle de combien d'entrepôts, combien d'usines, où est-ce qu'elles sont situées? Donc on est sur 30 centres de distribution en Europe. On a une petite cellule exportation, donc un entrepôt central et 3 usines qui sont directement dans notre périmètre. Et donc après, on collabore avec les usines Sécurite de manière générale et des fournisseurs externes pour compléter la gamme. Le point clé que je pense est partagé par beaucoup, c'est la synchronisation entre, donc, et ce qui fait votre spécificité, tout ce système de distribution extrêmement important pour votre compétitivité et des usines de production qui ont aussi des contraintes industrielles importantes. Donc comment vous faites pour
articuler cette synchronisation entre la partie production et la distribution? En fait, le débat est assez clair. On est sur un flux tiré, point barre. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment le point de départ, c'est le forecast. Le forecast que vont nous donner les GM ou le forecast que nativement va nous proposer Flowlity. Donc, c'est tout cet exercice-là qui nous fait, on doit qualifier un bon forecast parce que c'est ça qui va tirer la chaîne. Donc, on contrôle ce que l'on met dans les 30 entrepôts à partir des éléments de forecast et des schémas de vente. On contrôle ce que l'on va mettre dans notre hub central. On contrôle maintenant le plan de production des usines et demain, on contrôlera également le plan d'appro des raw materials. Donc, tous ces schémas-là, c'est drivé et tiré par la supply. Donc, il fallait absolument avoir cette vision et on remonte le flux. Mais ce qui nous tire, c'est vraiment le forecast et le commerce. C'est surtout pas j'ai produit ça, tu te débrouilles pour le vendre. Non, c'est vraiment tiré dans l'autre sens. Et on a la chance d'avoir trois usines, donc une en Estonie, une en Pologne et une en Roumanie, qui ont 3 niveaux de MOQ, Minimum Order Quantity, différents. On a la plus massive en Roumanie, l'intermédiaire en Pologne, et puis la petite, quand je dis la petite, celle qui va plutôt faire des lancements de production à 50 pièces, quand Securit va lancer 3000 pièces. Donc on est sur des schémas où on a beaucoup plus de flexibilité. On doit encore travailler ça, bien évidemment, mais ce système à 3 étages de MOQ nous permet d'adapter nos souplesses et de faire du balancing optimization également à travers Flowlity. Super. Alors du coup, ce voyage de digitalisation progressive de la chaîne d'approvisionnement, de bout en bout, ça a pris à peu près combien de temps? Comment vous avez vécu ça? Donc on n'y est pas encore. Donc on est en train d'intégrer nos usines actuellement. Donc l'objectif c'est d'arriver fin 2026 ou début 2027 avec quelque chose de complètement intégré. Mais on a démarré avec un proof of concept début 2022. Donc on a sélectionné un centre de distribution pour voir comment le Flowlity, les algorithmes et autres allaient réagir. Et donc on l'a testé avec certains key users. On en a tiré des conclusions. Et puis progressivement, on a déployé sur d'autres pays, on a déployé sur l'entrepôt central. Et on va dire que chaque trimestre, semestre, on apprend des nouvelles utilisations finalement. Donc c'est pour ça qu'on vise vraiment fin 2026-2027 pour être complètement intégré et donc arriver à cette finalité où on est complètement transparent finalement vis-à-vis de nos fournisseurs de matières premières, mais ça veut dire aussi qu'on peut être complètement transparent vis-à-vis de nos clients. Alors on va passer côté solution. Alors peut-être on peut commencer par peut-être une question un peu pratique. Donc là, Flowlity est déployé. Il y a combien d'utilisateurs en tout déjà sur Flowlity? Et qu'est-ce qu'ils font le matin quand ils se connectent à l'application? C'est quoi les premières actions? Donc au niveau des utilisateurs, donc ça dépend un peu des rôles. On a énormément d'utilisateurs dans l'entrepôt central qui vont être vraiment des key users pour l'ensemble de la supply chain. Donc là, il doit y avoir une dizaine de personnes. Et ensuite, chaque centre de distribution a au moins un utilisateur pour pouvoir permettre de renseigner des informations de prévision de vente. Et ensuite, on va avoir un ou deux key users aussi au niveau des usines pour ce qui est planification et réapprovisionnement des matières premières. Donc, qu'est-ce qu'ils vont y regarder? À nouveau, ça dépendra des rôles. Si on regarde les centres de distribution, ils vont se concentrer énormément sur la demande. Ils vont aller vers les anomalies en termes de dispersion de demande. Donc, est-ce que c'est une demande spot? Est-ce que c'est un produit qui est plutôt en phase-in? Et donc, on doit s'assurer que la prévision elle est bonne et que le ramp-up est assuré. Pour les personnes qui font du réapprovisionnement sur l'ensemble de la supply chain, dans ce cas-là, ils vont gérer les stocks principalement. Donc, ils vont regarder le planning, ils vont regarder où potentiellement on pourrait arriver en rupture, regarder pour est-ce qu'il y a du stock ailleurs sur la supply chain, est-ce qu'on peut avancer des commandes, ou alors dans l'autre sens, si on voit qu'on va dévier en termes de trajectoire de stock et être en surstock,
dans ce cas-là, commencer à diminuer ça. Donc il y a plusieurs onglets qui sont utilisés dans l'appli. Je pense qu'on le verra un peu tout à l'heure, mais avec du planning et de la demande. Et lié à ça, donc, un peu la particularité de Flowlity, c'est d'être une solution extrêmement automatisée. On produit des prévisions et des plans donc, tous les jours. Et les utilisateurs fonctionnent par en fait, traitement des anomalies ou des exceptions. Qu'est-ce qui vous a amené justement à choisir une solution comme celle-là, automatisée, versus des solutions un peu plus traditionnelles qui existaient sur le marché? Globalement, c'est la rapidité d'exécution, où c'est un système qui tourne toutes les nuits. Donc ça veut dire qu'on va avoir un refresh du stock de manière générale. La prévision des ventes, elle retravaille toutes les semaines, donc ça nous permet aussi d'être beaucoup plus proche du marché et de détecter mieux certains types d'anomalies. Mais aussi le fait de pouvoir définir certaines règles de priorisation. Donc je pense au planning de production, où là, pour certains produits, on va vouloir produire avec un certain batch size, ou alors on ne peut pas faire autant de pièces par semaine à cause de certaines contraintes de production. On peut définir ça et avoir des propositions automatiques de production par rapport aux besoins du marché. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que le pendant de ça, c'est quand même une autre façon de travailler. Peut-être le risque qu'on peut identifier, c'est un rejet des utilisateurs qui se disent je perds du contrôle par rapport à mon Excel, par rapport à ce que je faisais avant. Comment vous avez fait pour gérer cette situation? C'est probablement le plus gros challenge qu'on a eu et qu'on a encore à l'heure actuelle, parce que comme je disais, on n'a pas tout à fait terminé. Manager le changement, ça reste compliqué. C'est des nouveaux outils. Ça fait 10-15 ans qu'ils travaillent sur leur ERP. Donc globalement, on a très souvent des points d'équipe pour rappeler les bonnes pratiques. On a redéfini des procédures. On a certaines tâches avec des objectifs clairs derrière pour s'assurer qu'ils se rendent compte de la valeur ajoutée des tâches qu'ils vont faire dans l'application. Et donc globalement, c'est une approche qui rentre et maintenant ça devient mécanique. Ouais, alors en complément un petit peu de ça, c'est un peu tarte à la crème, hein, mais le change management est important dans ce genre de projet. Bon, on arrive avec l'outil, il faut aussi préparer nos équipes, nos collaborateurs, mais également nos clients, c'est-à-dire les GM dans les pays. Donc il a fallu faire ce travail d'éducation, parce que c'est quoi un process SNOP, à quoi ça sert? On partait un petit peu de loin, donc il fallait quand même apporter ces touches d'éducation. Il fallait également, je dirais, raconter aussi une histoire qui permette de les embarquer. On a travaillé sur les segmentations. Hein, donc moi, je suis assez fan en général de la segmentation de la supply chain. Donc on a créé un certain nombre de catégories. Bon, les ABC classiques. Et puis j'en ai créé une l'année dernière qu'on a appelée S, qui s'appelle stratégique, qui en distribution chez Point P, on l'appelait interdit de rupture. Donc on doit se démerder, mais on doit être à un niveau de dispo de dingue. Donc on donne ce pouvoir au GM de dire, voilà, tu peux choisir 20 SKU chez toi, qui sont stratégiques pour ton business. Alors, en France, ça sera la 3008. Bien sûr, ça sera les BM en Allemagne. Donc, chacun choisit ce qui l'intéresse. Mais en tout cas, on met les efforts là-dessus. Et en apportant cette notion de stratification, je m'engage à te servir à 99% de taux de service. Par contre, j'ai besoin de tes inputs pour pouvoir améliorer le forecast. Toutes ces dynamiques-là, je dirais, on a peut-être tardé à la mettre en place, parce qu'on a mis l'outil, on a un peu préparé nos équipes, mais un peu moins nos clients. Et on a rattrapé un petit peu, en fait, fin d'année dernière, cette éducation-là pour les embarquer et pour délivrer du résultat. Et on le verra un peu plus tard, mais ça a super bien marché. Donc maintenant, il y a une vraie adhésion de l'ensemble des équipes, clients compris, sur l'utilité de Flowlity et de l'approche. Mais cette notion de préparation de terrain auprès des gens qui vont nous fournir de la data, il ne faut pas la louper. Alors on va passer à une petite démo. Alors je ne sais pas si ça se lance ou pas. Vous le lancez en même temps de votre côté. Donc l'idée c'était de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est l'écran là qui est censé.
Voilà. Ah, si vous pouvez, super. Donc bon, l'idée c'est de vous montrer un peu le visuel et de voir à quoi ça ressemble. Alors ce qui pourrait être intéressant, c'est François, si vous pouvez un peu décrire du coup les différentes choses, les différentes fonctionnalités, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui est intéressant. Donc globalement ici, donc c'est directement un des dashboards qu'une des personnes opérationnelles peut voir chez nous. Donc on a différentes vues qui sont créées, on appelle ça des tags, et donc c'est des groupes de produits qui sont créés mécaniquement de par le RP, ou alors qu'on va créer par nous-mêmes. Donc si on veut suivre un groupe de produits, on va pouvoir le faire comme ça. Et puis globalement, on va pouvoir rentrer dans le détail du produit. On va pouvoir regarder quelle est la projection de demande, ce qu'on aime bien se rendre compte en fonction du produit. Par exemple, l'intervalle verte que vous voyez sur le graphique, c'est une intervalle de confiance. Ça veut dire que la projection du stock proposé par Flowlity va s'assurer qu'on puisse réaliser des ventes qui se retrouvent dans cet intervalle. Et donc les équipes, chaque équipe a un portefeuille de fournisseurs ou de centres de distribution à réapprovisionner. Et donc globalement, c'est là où ils vont aller voir vraiment à la maille produit en fonction des produits clés qui sont identifiés. Donc typiquement les produits S que Philippe mentionnait, on va les suivre beaucoup plus. Ou les nouveaux produits, c'est un peu le même principe. Après, il y a d'autres vues. Bon timing, c'est au niveau de la planification, où là justement on va aussi suivre différents types d'alertes. Est-ce qu'il y a des risques de rupture, est-ce qu'il y a une consommation anormale, et on va pouvoir réagir par rapport à ça. Et donc là, au niveau en termes du produit, on va aller regarder, on va soit accepter une anomalie en disant oui, c'est une vente plutôt ponctuelle, et elle ne se reproduira pas plus tard, donc ne la considère pas pour ton réapprovisionnement. Ou alors, non, c'est des ventes qui montent, et donc il faut qu'on puisse assurer. Donc là, on s'assure que la demande elle est bonne, que le réappro il est bon par rapport à ça. Et donc c'est toute cette vue plutôt dynamique qu'on va retrouver dans l'application par groupe de produits. Maintenant, on parlait de 10 000 références chez nous. On ne va pas demander aux personnes de suivre 10 000 références, mais justement le fait de pouvoir les identifier par catégorie est extrêmement clé. Sachant qu'on a assez vite sorti les catégories C et D du modèle Flowlity. Ce sont des ventes très discrètes, il fallait trouver une autre approche, donc on replanifie par reorder point. Donc c'est un truc assez classique pour sortir du schéma Flowlity, parce que la discrétion en fait des ventes rendait des forecasts inappropriés. Donc il fallait faire simple. Donc on sort ce périmètre-là et on se concentre sur les S, les A et les B d'une part, et sur les N aussi, donc les nouveaux produits. Et c'est probablement là où en fait l'outil a ses limites et il faut que l'humain prenne la main. Les produits N, Flowlity a peu de données pour pouvoir simuler quoi que ce soit. C'est pas évident de faire des corrélations. Autant en plomberie, quand on prend le robinet A et le robinet B, on peut faire des corrélations. En pare-brise, ça ne marche pas comme ça. Donc les produits N, il faut la connaissance métier et la connaissance terrain. Et Flowlity n'est pas assez puissant ou n'a pas assez de data, entre guillemets, plutôt n'a pas assez de data pour nous proposer quelque chose de pertinent. Donc on a ce travail à faire sur les produits, les nouveautés, essentiellement. Et donc peut-être un dernier point aussi sur l'appli. Donc il y a un dernier module qui était montré ici, qui s'appelle Tactical. Et donc ça va nous permettre en fait de driver le niveau de stock par site ou par groupe de produits en jouant avec certains paramètres. Et donc de simuler à quel niveau de stock on veut atteindre. Et donc ça nous permet en fait de piloter à la fin le niveau de stock global au niveau de la supply chain, qui va être après morcelé en différents sites. On est à la maille tactique, le reste est dans la maille opération. Super, alors maintenant on peut passer peut-être au ROI. Alors c'est quoi les résultats? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Alors globalement, on l'a mis en place, c'était quand déjà? C'était tout début fin 23, début 24 grosso modo, ou en déploiement complet en tout cas. Et puis on n'a pas eu des résultats de dingue en termes de dispo. Alors
des résultats qui ne sont pas dingues, c'est 94% de dispo. Hein. Donc moi, 94, on me jette des cailloux. Bon, il a fallu... tout est relatif. Hein. Ceci étant, en ayant mis en place cette culture du process SNOP, cette segmentation, cette meilleure compréhension de l'outil, aussi bien par nos équipes que par les pays, on a relativement bien performé cette année et on est aujourd'hui autour des 97% de taux de disponibilité en moyenne sur 2025. Donc on a pris 2 points par rapport à l'année dernière. Donc moi je suis royal au Stirco, on me fout la paix. Ça c'est génial. Donc on va continuer comme ça s'il te plaît en 2026. Le double effet, c'est qu'on a amélioré nos stocks, c'est-à-dire qu'on a fait mieux avec moins. Donc c'est vraiment ce phénomène-là aussi qu'on voulait mesurer. Alors on commence à le mesurer. Hein. Je vous ai dit d'abord la dispo, le schéma digital, et on regardera la qualité du stock. Donc on a commencé à introduire des indicateurs qu'on avait l'habitude d'utiliser chez Glass notamment, qui est ce qu'on appelle le stock sain, donc le stock ilsiness. Donc il y a des règles pour calculer un petit peu c'est quoi un stock sain et un stock qui n'est pas sain. Et on va commencer à travailler ça de façon à avoir un stock qui soit le plus équilibré possible, le plus propre possible pour servir à un niveau de disponibilité. Donc on a ces schémas-là. On n'a pas une pression de dingue sur le cash, parce qu'on sait que c'est un métier pour lequel la dispo est importante, sauf en juin et en décembre, classiquement. Donc il faut quand même qu'on travaille cet axe-là. Donc ça, c'est vraiment l'effet très positif qu'on a ressenti cette année. L'outil a forcément aidé. Quand vous pilotez l'ensemble de la chaîne, ça aide forcément avec la même qualité de data. Mais il a fallu aussi s'éduquer, s'approprier le sujet et puis mettre les efforts au bon endroit. Quand je vous dis les produits S, c'est 1% des SKU et 14% du chiffre d'affaires, on peut se focuser là-dessus pour dire je vous garantis 99%. Et on le met dans l'outil tactical et on a du 99%. Les A et les B, on va mettre un peu différent. Les C et D, on gère différemment. Et globalement, toute cette mécanique-là, en embarquant aussi les usines, ça a aidé. Hein. Les usines, il y a un an, l'OTIF, on ne savait pas. C'est quoi l'OTIF de l'usine? Je passe une commande, on n'avait pas vraiment d'indicateur. Donc il a fallu mettre tout ça en place. Puis première mesure, j'ai 40%. J'ai même pas une chance sur 2 d'être livré en temps et en heure. Donc il a fallu un peu bosser, leur expliquer votre KPI, vous allez stratifier vos pertes. Donc c'est les démarches d'amélioration continue classiques qu'on trouve pas mal chez Saint-Gobain. Vous stratifiez vos pertes, vous identifiez là où vous avez mal et on va mettre des programmes ensemble pour pouvoir améliorer tout ça. Donc on est dans une courbe de croissance, on a encore du grain à moudre, très clairement, plutôt côté usine, pour pouvoir, je dirais, être très serein et pouvoir réduire les stocks tout en garantissant un bon niveau de service. Et du coup, aller jusqu'à où? C'est quoi l'objectif? Alors l'objectif, il y a un axe, il faut aller au bout du projet, c'est-à-dire piloter l'ensemble de la end-to-end. Donc on gère les stocks des 30 entrepôts, on gère le hub, on gère le plan de production, on ne gère pas le scheduling. Et là, on monitore. On monitore, mais il faut avoir un peu. Et puis on va gérer aussi le stock des raw materials, hein, donc des composants qui coûtent 3 centimes et qui font que je ne peux pas produire mon pare-brise parce qu'il manque un truc à 3 centimes. Tout ça, on va l'embarquer dans le même outil. Et du coup, on va aussi également, j'ai récupéré les achats dans le périmètre parce qu'il y a une cohérence avec nos fournisseurs d'avoir ces schémas de garantie et de stock logistique dans notre schéma. Donc il faut aller au bout de ce déploiement. Donc on va arriver fin 2026 à ça. Après, il y aura 2 axes à bosser. On commence un tout petit peu à y travailler. C'est les données exogènes ou les données de marché pour améliorer nos forecasts. Typiquement, le car park, les matriculations, le nombre de voitures, leur localisation, c'est des données qu'on peut intégrer dans les modèles de Flowlity pour pouvoir encore améliorer les forecasts. Ça, c'est un axe. Et le deuxième axe sur lequel on va travailler, c'est la financiarisation de la supply chain. Donc moi, je suis très fan de ça. Hein. J'ai beaucoup poussé ce message en interne chez Saint-Gobain. C'est sympa, hein, les tonnes, les mètres cubes, etc. Mais il y a un moment, il faut mettre des zéros derrière. Pourquoi? Parce que l'arbitrage, il ne se fait pas que sur la capacité ou la capacité, il doit se faire à la fin sur la masse marge. Qu'est-ce qui est important de produire pour le groupe et pour optimiser quelque part nos assets? Donc il faut financiariser. Et ça, on va avoir besoin de travailler. Je sais que Flowlity sait faire. Nous, on n'est pas encore prêts. Parce que les prix qu'on a, c'est des prix standards Indus. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il faut vraiment qu'on soit un peu fin là-dessus. Et ça sera le prochain défi un peu plus tard sur lequel il faudra qu'on travaille.
Alors, parfaite transition un peu sur la partie IA, parce que bon, c'est pas, le but, c'est pas d'expliquer dans le détail ce qu'on peut faire, parce qu'on n'a pas le temps. Peut-être rapidement, donc aujourd'hui, donc l'IA, alors ce qu'on appelle nous, des agents, permettent de prendre et de faire un certain nombre de choses de manière automatisée que dans un outil classique, il faudrait faire manuellement. Donc, typiquement, par exemple, on nettoie les historiques de manière automatisée. On identifie les produits similaires de manière automatisée. On fait ces simulations en fait de disponibilité et de stock, voilà, tout ça. Donc tout ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Alors là, on est en train de travailler sur des nouveaux agents, des nouveaux des algorithmes. Alors une partie qui est ce qu'on appelle pricing et promotion, qui n'intéresse pas forcément Saint-Gobain, qui est plus à destination de nos clients e-commerçants et retail, pour identifier le bon prix, le faire varier, donc mettre des promotions et maximiser la marge de l'entreprise. Ça, c'est un gros sujet sur lequel on travaille. Et un autre, donc, qui est la parfaite transition avec ce qu'on disait tout de suite, qui est ce qu'on appelle l'agent Sentinelle. Alors, l'agent Sentinelle, c'est quoi? C'est la possibilité d'utiliser des données externes dans nos modèles. Alors, les données externes, on en a 50 000. On a 50 000 time series à notre disposition. On a des partenaires externes, ils nous envoient des données. Donc, ça peut être la météo, des données économiques. Alors, on ne va pas mettre 50 000 time series en prod, sinon le modèle est beaucoup trop gros. Donc, ce qu'on a créé, c'est ce qu'on appelle donc l'agent Sentinelle. Et l'agent Sentinelle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer au crible toutes ces séries temporelles et il va identifier les 10 séries temporelles qui ont le plus d'impact sur le modèle dans un cas donné, sur un site donné. Et donc, après, on va pouvoir utiliser ça en production. Donc, on a commencé à tester, notamment sur Saint-Gobain, sur quelques sites. Et sur la Finlande. Alors c'est très marrant parce que ça nous amène des connaissances un peu particulières, parce que sur la Finlande on fait tourner le modèle et les 3 indicateurs les plus importants, je ne sais pas si j'ai un truc, on les voit ici en petit, mais il y a des trucs assez classiques. Donc par exemple, il y a la température. Alors forcément, un pare-brise, plus fait froid, plus ça va avoir de chances de casser. C'est assez intuitif. On a la quantité de gaz, d'essence aussi, ça paraît assez intuitif, qui est sorti du modèle. Mais le troisième est très marrant. Le troisième est très marrant parce que ce qui nous sort, c'est le coût du panier de soins moyen dans les Nordiques. Et on se dit, mais alors, en quoi ça a un rapport? Et c'était l'indicateur le plus corrélé. Et en fait, quand on a creusé le truc, on s'est dit, en fait, ce prix moyen, il est calculé par des actuaires, des gens qui font des calculs en fait, de prix. Et il se base notamment sur le taux d'accident, ce genre de choses, ou notamment aussi, par exemple, le risque d'avoir un accident. Et donc, en fait, c'est très corrélé, du coup, au fait de changer son pare-brise, mais on ne l'avait pas anticipé, donc c'est très marrant. Donc, on l'a mis, et alors, vous pouvez voir ici la différence de performance est assez intéressante. Donc, je crois qu'on était à 7% d'amélioration d'accuracy sur le modèle. Donc là, vous voyez en rouge, par exemple, la prévision Flowlity sans ces données externes, et puis en bleu, la prévision avec les données externes. Donc, on a un gain de performance qui est assez intéressant. Donc là, on est en train de généraliser ça, de le mettre en prod au fur et à mesure sur quelques clients. Là, on a notamment, par exemple, fait Sport 2000. Enfin, on déploie au fur et à mesure. Mais voilà, on a pas mal de retours positifs sur ça. Ouais, très intéressant. Ça sera important pour un peu le ventre mou de la gamme. Hein. Les S, aujourd'hui, on a nativement, Flowlity donne un taux de prévision de 80%. Donc, j'estime que c'est suffisant pour ne pas emmerder les pays de trop et les équipes à passer du temps sur le S. C'est très correct, ça suffit pour notre business. Il faut s'arrêter à un moment où c'est bon. Dès qu'on va rentrer sur les A et plutôt les B, là c'est un peu plus compliqué. Donc on a besoin d'améliorer pour gagner du temps et être encore plus pertinent ce schéma-là. Et donc toutes les données du marché qui sont intéressantes et qui ne sont peut-être pas les mêmes en Finlande qu'en France. Hein. Il faut être capable de les cruncher, de faire des what if scénarios comme c'est le faire Flowlity en faisant tourner énormément d'itérations, de façon à ce qu'on se trouve à un schéma qui permet de dire j'ai aujourd'hui une pertinence en termes de forecast qui est suffisante pour me concentrer sur ce qui est important. Et aujourd'hui, ce qui est important pour nous, ce sont les nouveaux produits. Et alors, juste pour aussi ajouter un complément, le forecast rouge, donc le forecast Flowlity sans les données externes, est déjà probablement ce qui se fait de mieux sur le marché en benchmark par rapport à des
des indicateurs, enfin, des statistiques classiques, hein, type Arima ou type BestFit. Hein, donc vous prenez truc Alt Winters, on est déjà à plus 15 points en accuracy en moyenne par rapport à des modèles classiques. Et donc en plus, quand on rajoute ça, on va aller toucher très très haut niveau de performance. On a fait le tour, je pense. Tac, voilà de la présentation. Donc je vais passer la parole à Jean-Luc pour les questions. Merci beaucoup. Déjà, c'était très complet. Puis il y avait déjà pas mal de questions que tu as pu poser et qui ont eu des réponses très précises. Il nous reste quand même encore, il nous reste encore 3-4 minutes. Est-ce que vous avez déjà des questions dans la salle? Oui, il y a une question. Est-ce que quelqu'un a un micro ou je leur donne? Ah, voilà. Ah, la dame, elle avait. Puis après, on n'oubliera pas le monsieur. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Sonia Davio, Decision Value. Merci pour cette très belle présentation sur le flux tiré end-to-end avec la supply chain qui finalement tire et pilote la production. Quel a été l'impact sur le TRS de vos usines? Parce qu'une des difficultés souvent est finalement de prendre en compte toutes les contraintes industrielles et de faire comprendre également aux usines que parfois leur TRS va se dégrader pour le bénéfice du restant de la chaîne. Alors, on est dans un schéma où on est un peu en sous-capacité de prod. Donc, d'une façon générale, je ne vais pas dire que c'est un enjeu de dingue pour le directeur industriel. Le point qu'on est en train de valider aujourd'hui, c'est la réduction des MOQ. C'est de se dire, plutôt que de faire des batchs de 150, je fais des batchs de 80, où je fais un de 80, un de 70, et je règle 2 ruptures au lieu d'une. Quel impact financier ça a? On est en train de faire ces mesures. Les premiers éléments nous font dire que ce n'est pas ultra consommateur, ça se gère. Donc on va travailler l'année prochaine avec des MOQ plus bas pour notre usine qui est censée être la plus souple. De la même façon, on va travailler avec eux sur ce qu'on appelle la frozen zone. Ils ont des frozen zones de 4 semaines, ce qui est juste... Alors quand on m'a dit c'est notre usine la plus agile, 4 semaines, j'en connais d'autres qui sont c'est 4 jours. Hein. Donc on va couper la poire en deux, essayons de descendre à 2 semaines. Donc tous ces schémas-là, ça va aussi un petit peu détendre le système et globalement, probablement, retrouver du gain d'optimisation derrière. Mais les premiers signaux ne nous ont pas montré un effondrement, enfin une explosion des coûts en ayant divisé par 2 les MOQ. On a un recul de 3-4 mois, c'est pas non plus énorme, mais c'est déjà ça pour corroborer notre vision 2026. Et juste peut-être pour ajouter, c'est comme on rajoute de la transparence et de la visibilité pour eux. Mécaniquement, ils sont plus productifs aussi quand ils mettent quelque chose sur la ligne. Ils vont déjà pouvoir l'optimiser et le planifier. Et ce n'était pas spécialement le cas avant. Bon, pour ceux qui se poseraient la question, j'imagine qu'il n'y en a pas dans la salle, mais MOQ, donc c'est quantité minimale de commandes. Order quantity, voilà. Parce qu'on dit quantity toujours MOQ, MOQ. Pardon. Voilà. On va passer à une autre question peut-être. Oui, bonjour, Pierre Pramaillon, Enedis. Merci pour la présentation. Vous avez expliqué que vous avez commencé par un POC en 2022, il me semble. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la durée du POC, sur combien de références vous avez travaillé et combien de temps ça a duré et comment vous êtes passé du POC à l'industrialisation? Donc le POC a dû durer probablement 9 à 10 mois, quelque chose comme ça, sur l'ensemble des pare-brises. Donc c'est une partie de la gamme, mais on parle quand même de 3000 références à peu près. Sur un seul site en Finlande, exact. Et donc globalement, le but, ce qu'on voulait analyser en fait, c'était la performance au niveau du taux de service. Est-ce qu'on voit une différence comparativement à d'autres pays? Est-ce que le taux de rupture s'améliore? Et donc ce type d'indicateurs en fait nous ont aidés à tester. On s'est dit qu'après un site, c'était peut-être pas suffisant. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à déployer progressivement la solution. Donc on l'a mis sur le hub central déjà pour pouvoir connecter ce qui se passe sur un centre de distribution et sur le centre de distribution central. Et ensuite sur nos 4 plus gros pays. Et là, la décision elle était plutôt prise. Ok, on va avancer. On a un outil qui va nous aider. Et en fait, on va l'apprivoiser par le temps. C'est quand on a décidé, clairement, on n'était pas encore prêt. On est toujours en train d'apprendre. Et alors, de mémoire, donc
donc le pilote de Finlande, c'est janvier à septembre 2022. Après, en étant sur les autres usines, et il me semble que du coup, de septembre 2022 à mars 2023, après mars 2023, on est live sur toute la distrib, c'est ça? Correct. Ouais. Ça a été très vite après. Ouais, après, ça a été vite. Et après, donc, pour donner un ordre une idée, donc, à un moment, on était live juste sur la distribution. On a commencé à intégrer la première usine en Roumanie, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Estonie, pardon. Estonie, c'était à quel moment qu'on a commencé ici, on les a intégrés, c'était 2024, on a commencé. 2024, on a commencé. Donc là, c'est bon sur l'Estonie. Maintenant, on commence la Roumanie et la Pologne. C'est ça. Là, maintenant, on est plutôt sur la disponibilité de la donnée, puisqu'on parle vraiment de RP différents. Mais globalement, on a développé l'approche. Et puis après, il faut regarder. C'est pas exactement du plug and play, mais on est plus sur cette approche. Bon, moi, j'ai juste une toute petite dernière question. S'il y a d'autres questions après, vous pouvez aller sur le stand Flowlity, je pense, pour poursuivre. Moi, juste une question sur... c'est aussi un peu dans l'ADN de Flowlity, cette synchronisation et aussi, justement, d'avoir donné de la visibilité aussi aux fournisseurs, aux clients. Alors, aux fournisseurs, on a bien compris, vous aviez une supply chain assez intégrée, mais justement, vis-à-vis des clients, on voit aussi que là, vous avez besoin de données exogènes, etc. Comment vous faites et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, grâce à cet outil aussi, pu leur faire passer le message qu'il faut un peu plus échanger un certain nombre de données qui vous seraient utiles? Comment vous gérez ça aujourd'hui? On démarre vraiment par les indicateurs. Donc le but, c'est vraiment leur montrer leur performance à chacun, qui voient où ils en sont en termes de taux de service, en termes de forecast accuracy, parce que l'outil va nous aider justement, il va les aider à être meilleurs, mais l'important derrière, c'est vraiment de mesurer la performance. Et il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres, et on doit utiliser les bonnes pratiques et les mettre sur la table. Donc vous mettez ça en avant pour les motiver. Un autre levier qui est un peu différent, c'est que la forecast accuracy est dans les incentives des GM. Et ça, là, du coup, on regarde un peu plus quand même. Donc, on a pris aussi ce pari-là de dire, les gars, on a besoin de vous, c'est collaboratif, hein, c'est pas que la faute de la supply chain si ça marche pas. On a besoin de vos données, donc soyez bons sur ces sujets-là. Et donc, avec l'ADG, on s'est mis d'accord, c'est dans les incentives des patrons de pays. Ça peut jouer, je pense. Bon, j'ai entendu là-bas qu'ils avaient clôturé, puis c'est vrai que sinon on va prendre du retard. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci.